En termes de vestiges, il y a une zone sur laquelle on va essayer de ne pas trop marcher, c'est cet espace-là. Donc là, la complexité de cette zone-là, c'est aussi la densité de ces silos. Vous voyez, là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Le silo est intéressant dans le sens que là, on est bien sûr sur des silos qui sont des silos comblés. Généralement, une fois qu'il ne sert plus à stocker les graines, c'est un dépotoir, donc si on a la chance, on peut aussi avoir tout un tas d'informations à l'intérieur de ces silos, du matériel, des ossements de faune. La première journée de fouille, c'est l'accueil, le plaisir aussi de retrouver certains anciens qui reviennent pour cette campagne, la présentation aux nouveaux du chantier, et puis bien sûr tout ce qui est consigne sur la tenue du chantier, la façon dont va se dérouler le stage. Et puis après, bien entendu, on a présenté aux jeunes stagiaires la fouille, les résultats de l'année dernière et puis les résultats espérés cette année. Donc c'est Clémence et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup moi qui parle, vous allez voir, mais on est toutes les deux à vous encadrer, voilà. D'accord. Et vous pouvez vous référer à nous, on est toutes les deux là. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de dessin au relevé? Je vais venir, on va vous installer, donc vous prendrez cette tombe là, et donc vous allez commencer par du dessin en plan. Le groupe qui est avec moi, il travaille sur le secteur cimetière. Je leur ai présenté l'état du secteur, puisqu'on le prend en cours de fouille. On avait commencé à travailler dessus l'année dernière. Ils sont 2 par sépulture et donc ils prennent en charge la totalité de la fouille de la tombe, depuis le démarrage jusqu'au démontage et au lavage des ossements. On voit que l'église elle est venue s'installer autour, donc en reprenant quand même globalement l'axe du bâtiment. Mais c'est légèrement désaxé et ce qu'on dirait, c'est qu'on a perdu le parement extérieur de ce mur-là. Comme c'est de la démolition, on n'arrivera peut-être pas à faire par exemple du collage comme vous faites avec les céramiques. Mais bon, c'est quand même intéressant de savoir, peut-être que si on a plusieurs éléments avec plusieurs motifs, ce serait intéressant d'avoir une idée générale. Et là, on voit qu'il y a donc une vaguelette qui a été peinte en rouge sur un fond plutôt clair. Et dessus, quelque chose qui est venu. Donc on sait que déjà ça a été repeint. Dessus, il y a une couche qui recouvre le décor peint. Et après, donc ça c'est un enduit mural mais plutôt à la chaux. On voit que si on le regarde en coupe, c'est plutôt blanc. Et ça va être un enduit, ce qu'on appelle un enduit de tuileau. Donc si vous regardez en coupe, c'est tout rose. J'ai fait une présentation qui présentait plutôt les différentes étapes de construction de l'église. Il y en a qui n'ont pas fouillé, mais globalement, ils ont tous déjà la sensibilité de savoir qu'un site, ça évolue. Pour l'église, c'est important de voir les différentes étapes de construction, puisqu'il y a aussi des liens qui se font avec le cimetière. Et donc de comprendre ce lien entre quelque chose qui était originellement extérieur au bâtiment et qui se retrouve maintenant, quand on fouille en plan, à l'intérieur. Et donc si c'est trop dur, on n'hésite pas à changer d'outil. Si tu vois, tu as un endroit où c'est un peu dur, tu peux venir taper un peu, comme ça, et reprendre après ton travail au triangle. Désolée, je travaille sur... C'est pour te montrer pour l'instant, après. Et donc tu vois, tu peux venir, pas hésiter à changer un peu d'outil pour pas t'épuiser. Moi, je ne suis pas du tout formé à la formation. Et après, ce qui est compliqué dans la formation, en fin de compte, c'est que pour pouvoir retransmettre, pour pouvoir expliquer quelque chose, il faut l'avoir compris. Ce n'est pas forcément évident parce que quand on se retrouve sur le terrain à fouiller des vestiges qui sont complexes, où on n'est pas sûr de nous, c'est très compliqué ensuite pour pouvoir l'expliquer aux étudiants et surtout les mettre en confiance lorsqu'ils vont travailler sur ces vestiges-là. Et donc ça, c'est un sacré challenge. Et en fin de compte, c'est une bonne formation pour les étudiants, mais aussi pour nous. Alors les prélèvements ici vont avoir plusieurs objectifs. Prélèvement de charbon de bois, prélèvement de microphones puisqu'il y avait pas mal de poissons et prélèvement éventuellement de graines carbonisées. On va faire des seaux de terre et ensuite on va les tamiser à l'eau. Alors pourquoi? Parce que par exemple, là tu as un charbon de bois, qu'est-ce que tu vas faire en fin de compte si tu prélèves la fouille? Tu vas ramasser ce charbon de bois parce qu'il est gros, parce que tu le vois, mais tu vas laisser passer tous les petits charbons de bois que tu ne vois pas. On va tout tamiser à l'eau, on aura tous les charbons de bois, et donc là on aura effectivement grâce à ça un spectre complet de ce qu'il peut y avoir. Tout ce que tu vas fouiller, ça va disparaître. Ça n'existe plus à partir du moment où tu l'as enlevé. Donc c'est pour ça que la partie enregistrement, elle est extrêmement importante et qu'on y consacre presque autant de temps qu'à la fouille. Là, c'est le secteur 1 de la zone 1. Ici, on est en secteur 3. D'accord? Donc on met toujours zone Z1, zone 1, secteur 3. Comme ça, déjà, on se repère. Et donc, on dit ce qu'on dessine. Donc c'est un plan. Et on va préciser l'échelle toujours.
Je ne sais pas si on est très académique dans la formation, dans le sens où c'est une adaptation constante, c'est ce qu'on essaie de leur transmettre aussi. Souvent, quand ils viennent nous demander « Ah, je ne sais pas dans quelle couche je suis », je sais pas. Des fois, moi, je dis « Moi non plus ». Le tout, c'est à la fin de comprendre ce qu'on fait, mais des fois, nous aussi, on tâtonne, et ça s'apprend aussi à tâtonner, à se remettre en question, à se dire « Voilà, peut-être je me suis trompée », ça fait partie de la formation. Il n'y a pas un manuel précis des techniques d'archéologue, quoi. Moi, je prendrai une limite comme ça, par là, et je descendrai tout ça au niveau d'ici. Ok. Et ensuite, on va repartir du squelette. Quand on ne trouve pas les limites de fouille, on repart du squelette. Ouais. D'accord? On sait qu'on a un pied qui, a priori, est en connexion. Mais s'ils ont conservé leur connexion alors qu'ils sont décomposés, c'est qu'ils n'ont pas été remaniés. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est en présence d'un dépôt primaire. Le corps s'est décomposé à cet endroit. D'accord? Alors, il n'en reste peut-être pas grand-chose parce qu'il a été impacté par des éléments postérieurs, mais ça matérialise une sépulture. Après, vous gardez toujours une certaine vigilance. C'est pas parce qu'avec Clémence on vous dit c'est comme ça, si ça se voit la fouille, ben, on aura eu tort. Et donc là, par exemple, si vous commencez à descendre et vous trouvez un bras en connexion, vous dites oh là là. Ah ouais, ça c'est... Ok, on s'arrête, on réfléchit. Peut-être que finalement c'est pas si brassé que ça, etc., etc. Ouais. C'est pas parce que je vous ai dit on descend jusque là que vous y descendez sans réfléchir. Ouais. On garde toujours, voilà. Mais moi c'est comme ça que je m'y prendrais si j'étais confrontée à cette situation où j'ai du mal à voir ce qui se passe, j'ai du mal à comprendre. Ben, je descends ce que je vois. Et je me mets au niveau ici et je vais chercher le squelette dont je suis sûre qu'il est en place. Si j'ai autre chose en place avant, je m'arrête, voilà. Ok? Ok, merci. Là, du coup, cette partie-là, elle est trop sèche. On va pas pouvoir relever les couches, tu vois. On voit que c'est un petit peu différent ici, mais ça va être trop sec en fait pour qu'on repère derrière. Donc là, tu viens gratter plutôt sur la partie du coup qui est mouillée quand même. Là, tu as quelque chose, je sais pas exactement quoi, tu vois, mais là c'est très rouge. On a des niveaux charbonneux, tu vois. On voit que ça a brûlé ici un petit peu. Là, tu as plus de jaune, ça redevient presque un peu vert là par ici. Donc on a une sorte de truc qui vient faire comme ça là. Je sais pas exactement quoi, c'est trop tôt pour le dire. Mais tu vois, on a vraiment un truc là par ici. Est-ce que c'est la limite de fosse? Je sais pas. Là, c'est l'ancien qui transmet au nouveau. Alors l'ancien, il a 1 mois d'expérience sur ce site, donc tranquille. L'année dernière, tu as fouillé déjà? Ouais, j'étais là ici. J'étais là, mais j'ai pas fait beaucoup de tombes, donc c'est un petit peu la découverte aussi pour moi. Et c'est particulier quand même le funéraire. C'est particulier. Puis là, c'est la réouverture du site, puisqu'il a été quand même fouillé l'année dernière. J'avais jamais fait ça, revenir sur un site et voir comment on reprend en fait les fouilles. Ouais, c'est quand même nouveau, on va dire. Il faut retrouver un petit peu la texture, tu sais, le feeling avec la terre quelque part. On va faire au mieux, mais ouais, c'est toujours un plaisir après de partager, parce que bah, j'ai été là l'année dernière, tu vois, donc j'étais content d'avoir quelqu'un qui puisse me guider un petit peu, me dire essaie de faire comme ci, essaie de faire comme ça, essaie de sentir un peu les choses. Donc forcément, bah, ça fait partie aussi de l'expérience de l'archéologie, de transmettre. Donc il faut ça passe par-dessus, je sais pas, tu vois. Et ça, il n'y a qu'en descendant qu'on va le savoir, mais c'est pour ça il faut pas trop descendre tout de suite. Tu vois. Tu grattes en surface pour l'instant, on va revenir vers ici tranquillou. On va essayer juste de délimiter les limites de fosse. En fait, l'année dernière, on était tellement concentrés sur vouloir bien faire et vouloir voir en fait ce qu'on nous montre que en fait toute la nuit on cogitait là-dessus. Et je sais avec un copain qui faisait exactement la même chose que moi. On se réveillait le matin, on disait punaise, mais j'ai fait de l'archéologie cette nuit quoi. Genre, je vois des couches de terre avec des couleurs différentes pendant la nuit. Et en fait, parce que le cerveau il débranche pas, il est tout le temps en train d'essayer de comprendre ce qu'il voit, d'interpréter. Et au départ, c'est super frustrant parce que bah, la terre c'est de la terre, clairement. Et quand tu mets pas les lunettes en fait propres à te dire bon, ta terre elle est un peu verte, elle est un peu jaune. Quand t'as pas ces lunettes là, tu vois juste de la terre. Et du coup, bah, forcément, le passage à ok, on commence à voir des couleurs, il est très particulier. Très particulier. Bon, là, on a de la chance, c'est qu'elles explosent vraiment au visage. Donc, c'est assez clair et c'est pas mal pour commencer. Mais quand on a des choses qui sont très très subtiles, vert clair, vert foncé, jaune clair, beige et tout ça, c'est un casse-tête en fait. C'est un casse-tête. Et le cerveau, en fait, on s'en rend pas compte, mais il travaille inconsciemment. Et quand on se prend vraiment, quand on y met du cœur dans ce qu'on fait, bah. Ça reste avec nous même la nuit et on se rend compte qu'on vit vraiment la chose, l'expérience à fond quoi. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens,
je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Quand on a plus d'expérience, c'est plus simple de répondre aux questions à droite, à gauche, d'être un peu partout. Et au début, c'est déstabilisant, oui, d'avoir toujours des questions, parce que parfois, nous-mêmes, quand on fouille, on cherche aussi. Et du coup, quand à côté, on doit expliquer quelque chose alors que nous-mêmes, on ne sait pas trop parfois où on en est, c'est pas toujours simple. Mais en fait, là, je discutais encore avec un fouilleur qui me disait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est les je sais pas. C'est quand je pose des questions et qu'on me répond je sais pas. Et il m'expliquait que lui, ce qu'il aimait bien, c'est découvrir. De je sais pas en je sais pas, savoir un petit peu plus au fur et à mesure. Là, il y a de grandes chances que la niche se soit effondrée, que le four se soit effondré, qu'on va retrouver uniquement des débris. C'est probablement, en fin de compte, un des annexes de ces fermes du Moyen-Âge. Cet habitat d'époque carolingienne où on va avoir le manse, donc la ferme en elle-même dans laquelle les gens vivent, et autour des annexes qui sont les silos, les fours, les fonds de cabane, qui vont constituer en fin de compte cette ferme. Là, la ferme, en fin de compte, on ne l'a pas. Ce qu'on va retrouver, on est plutôt sur les annexes. Donc la ferme, elle est peut-être plus loin, à côté, mais on est plutôt dans la partie annexe. On a un alerte orange, donc forcément les consignes sont celles de dire pensez à boire. On adapte aussi nos horaires de travail. Tout ça, il faut y faire attention, puisqu'il y en a pour qui c'est la première activité, c'est la première fois qu'ils démarrent de l'archéologie de terrain. Et buvez de l'eau. Pas que du la bière, tu attends ce soir. Enfin, tu attends d'être libéré à la plage, tu fais ce que tu veux, idiote. L'année dernière, je suis venue en bénévole pendant 2 semaines. Et en fait, cette année, ils avaient besoin de quelqu'un en support sur le secteur funéraire. Moi, de mon côté, je suis archéologue professionnelle. Ça fait 5-6 ans que je travaille, mais en préventif, avec le public et le privé. Et du coup, ils m'ont proposé de venir cette année en support pour aider Camille sur le secteur funéraire, donc j'ai accepté. Depuis là, le début de l'année, c'était un peu compliqué de trouver des contrats, mais ça se débloque petit à petit. Donc je suis contente d'être ici parce que dans tous les cas, je serais venue en tant que bénévole, mais là, je suis contente d'être payée en plus. C'est une chance, mais après, j'aurais fait autre chose et puis on revient à l'archéologie après, et puis voilà quoi. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. Tu dégages pas 10 cm là, Jardin nu d'expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile. Toujours qu'on arrive peut-être à se garder des petites choses de dépannage, tu vois, à faire des petites missions de dépannage. Le problème, c'est que quand on fait ça, c'est toujours risqué, on risque d'oublier de les faire après. Mais après, des fois, il ne faut pas se stresser. Ils sont en panne parce que c'est trop sec et qu'il faut attendre une paire d'heures. On fait du nettoyage, on fait, tu vois, on va aider les autres. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de gérer. Mais on va être confronté à ce problème, surtout avec ces fortes chaleurs. Et du coup, les faire s'acharner sur un terrain sec, ça n'a aucun sens. Parce que ni toi, ni moi, ni eux ne sommes capables de voir. D'accord ? Donc vraiment, ça va être la grosse difficulté, en tout cas tant qu'il fait si chaud. Parce que, tu vois, j'ai rasé hier soir et on dirait qu'il ne s'est rien passé. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile. On est acteur comme le BTP, comme beaucoup d'autres là-dessus. Donc il y a des moments où ça fonctionne et il y a des moments où ça fonctionne moins. Cette année, on a eu beaucoup de coupes budgétaires qui ont fait que les CDD, ils ont été un peu lésés, même beaucoup lésés. Mais aussi les étudiants, il y a eu beaucoup de chantiers programmés qui ont été supprimés parce que manque de moyens. L'archéologie, ça prend l'université bien sûr, mais c'est la partie théorique. Et en fait, il y a toute une dimension pratique qu'il faut acquérir sur le terrain. Pour que les étudiants puissent se former, encore faut-il leur proposer des chantiers. Dans le cadre du préventif, c'est souvent très compliqué parce qu'on est dans des contextes où on est pressé par le temps, avec des calendriers qui ne correspondent pas forcément au calendrier universitaire. Ici, on est réellement dans le cadre d'un chantier école où on va pouvoir former cette génération-là. Pour certains, ils vont apprendre les techniques de l'archéologie. Pour d'autres, on l'espère aussi, ils vont pouvoir, lorsqu'ils vont avancer dans leurs études,
travailler sur le site et proposer à travailler sur des sujets en fait sur ce site pour qu'ils puissent en fin de compte aussi continuer à parfaire leur formation tout en s'intégrant à notre équipe. Et puis bien entendu, là on forme la génération future d'archéologues dont on aura besoin très rapidement. Il y a du travail en archéologie. Là, pour l'instant, je suis en L1 archéologie, sport de l'art et archéologie. Et après, du coup, l'année prochaine, L2. Et après, en L3, je pourrais me spécialiser en archéologie. Ça va être des percutes architecturales, mais bon, on les garde pas tous. Comme je vous disais, on va le garder dans notre tête pour le dire dans notre description de la souche. Mais on les garde pas tous parce que sinon on aurait trop de mobilier dans le... Ça apporte pas beaucoup d'informations et Moi, ma génération, c'était les années Peytat-Truel, donc il y avait eu tout un débat sur les dérives, les remarques sexistes, enfin voilà, les rapports de pouvoir un peu qui peuvent Ce que ça nous apporte, ça va être plutôt sur ce côté-là, et aussi sur le côté, on construit un projet et on le voit évoluer d'année en année, parce qu'après nous, l'archivage des fouilles, c'est très normé, avec tous nos relevés et tout ça, c'est l'archivage scientifique, on va dire. Ça permettra aussi de documenter tout un domaine, tout ce qui est fouilles programmées. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Tout ce qu'on garde finalement des chantiers de fouilles, c'est la matière scientifique. De temps en temps, on va retrouver des diapos, des vieilles photos, des archives de fouilles, mais c'est toujours des images figées finalement. Et garder une atmosphère du chantier, c'est quand même hyper intéressant. Plus tard, il y aura des recherches sur l'histoire de l'archéologie, en fait. Comment on faisait de l'archéologie avant, comment on la fait maintenant et comment on la fera plus tard. Et donc ça participe de l'archivage et de cette science qu'est l'archéologie. Alors après, quand on ne voit pas la fosse, on ne l'invente pas. D'accord ? Si la fosse elle n'est pas visible, on fait des limites arbitraires, mais du coup on les fait bien rectangulaires. D'accord ? Parce que ça permet, quand on va faire la photo et l'enregistrement, en général, tout ce qui est archéologique, c'est pas rectiligne. Les gens, quand ils creusent une tombe, ils ne s'embêtent pas à faire un rectangle parfait. Donc en fait, ça permet, sur les photos, sur les visuels, de matérialiser que c'est une limite arbitraire, créée par nous. D'accord ? Donc si on ne trouve pas la limite de fosse, on ne les invente pas. L'enregistrement des données archéologiques, ils ne le font pas. Ils vont le faire avec nous, c'est-à-dire que nous on le fait, ils sont là et on leur explique, mais on ne peut pas leur déléguer complètement l'enregistrement des données archéologiques. Tout simplement parce que l'enregistrement, une fois la fouille terminée, c'est la seule chose qui reste de l'objet archéologique, de la structure, puisque la fouille est destructrice. Si on délègue l'enregistrement et il n'est pas bien fait, parce que manque d'expérience, parce que oubli, parce que même nous on oublie des choses, mais on ne peut pas le rattraper. Donc la partie vraiment enregistrement pur, c'est chaque responsable de secteur qui le prend en main parce que c'est lui derrière qui va rédiger le rapport. Et donc il faut qu'il puisse se reprocher les choses qu'à lui-même, pas aux autres. On va descendre ici, c'est-à-dire en fait, on va venir travailler sur ce côté plutôt, d'accord ? Ouais, okay. Essayer de voir ce qui se passe ici, parce que là, on a la propre, et essayer de voir ici si on a. Mais si on a les pieds là, il n'y a pas dit qu'on ait une autre étoile, on va voir, tu vois, de descendre à plat ici, hop, et on va aller chercher les pieds. D'accord. Je vais chercher le carabéton, comme ça on le change direct. D'accord, je vais nettoyer un peu ça. Donc ça, je peux le garder ? Ouais, juste la partie. Ah oui, voilà. Allez, nickel. Attendez, je vous rends votre caisse. Hein. On fait tourner les étudiants, c'est-à-dire on veut que tous les étudiants
travaille sur chacun des postes. Le funéraire avec la fouille des sépultures, l'habitat avec la fouille des maisons et des silos, et puis l'église où on est en fin de compte parfois sur des terrassements un petit peu plus volumineux parce qu'on a énormément de gravats. Et donc là, les étudiants vont tourner, c'est-à-dire une semaine sur un poste et ainsi de suite, pour qu'ils puissent en fait toucher à tout et voir un petit peu tous les aspects de cette archéologie. Je repars à vide, moi je me sens léger. Là on arrose, alors c'est toujours un peu un comble parce qu'on est aussi avec un arrêté sécheresse, alors on utilise de l'eau recyclée, de station d'épuration, des eaux grises on appelle ça, pour arroser le sédiment, déjà pour pouvoir lire les couleurs, parce que sinon le sédiment est terne, on ne voit strictement rien, et puis aussi pour l'ameublir, parce que sinon on n'arrive pas à le fouiller tellement la terre est sèche.